À partir de l'été 1940, les fermiers polonais sont expulsés des environs d'Auschwitz et leurs exploitations intégrées dans la zone d'intérêt. En novembre, Heuss se rend à Berlin pour faire son rapport à Himmler sur le déroulement des travaux. À propos de cette rencontre, il écrit « Auschwitz sera une station agricole expérimentale pour l'Est. Il s'y trouve des possibilités que nous n'avons jamais eues jusqu'à présent en Allemagne. La main-d'œuvre est suffisante. Toute expérience agricole utile doit être menée ici. De grands laboratoires et des sections de culture de plantes doivent être créés. L'élevage de bétail de toutes les races et de toutes les espèces doit y être développé. Vogel doit immédiatement se mettre à la recherche de spécialistes. Des étangs doivent être creusés, des terrains asséchés, des digues élevées le long de la fistule. Il veut prochainement lui-même tout voir à Auschwitz. » Lors de la visite de Himmler, en mars 1941, un engagement financier substantiel est décidé pour développer la production et la recherche agricole. Dès lors, plusieurs établissements sont installés. À Boudy, 3 fermes, avec plus d'1 millier de détenus, devaient creuser et nettoyer les viviers, s'occuper des pépinières d'arbres fruitiers et forestiers, couper les rosiers et les arbustes sauvages, mais aussi élever des bovins. À Armensee, 120 détenus sont affectés à 2 fermes d'élevage de volailles et de lapins et surtout de pisciculture. À Babitz, 340 détenus cultivent la terre. À Plavy, 330 détenus sont employés aux travaux agricoles. Dans les fermes de Boudy, Babitz, Plavy et Birkenau, les détenus travaillent aux cultures du blé, des pommes de terre, des betteraves, des choux, des navets et du ramassage du foin. Mais aussi des élevages de porcs, de chevaux, d'oies, de lapins et de moutons. Outre les travaux agricoles, à la morte saison, hommes et femmes étaient affectés à des travaux de drainage, de nivellement et de ramassage des pierres dans les champs. Ils étaient aussi employés dans la construction des routes, la démolition des bâtiments inutiles et la récupération des matériaux de construction. Ces travaux, ainsi que ceux de creusement et de nettoyage des viviers, sont les plus difficiles. De plus, les femmes qui travaillent ici dans l'eau et la boue sont exposées en permanence à l'arbitraire des surveillantes. Nous devions nettoyer des viviers gigantesques. Nous devions retrousser nos robes et entrer dans l'eau avec une faux, couper l'herbe et la porter jusqu'au bord. Parfois, nous tombions et avions de l'eau jusqu'à la poitrine et même jusqu'au cou, car le fond était un mélange de sable et de terre glaise. La vermine nous attaquait et nous étions couvertes de boutons. Lorsque nous sortions du vivier, trempés et sales, les SS se moquaient de nous, ils nous ordonnaient de nous accroupir, de sauter, de nous agenouiller et de nous relever. Celles qui n'allaient pas assez vite recevaient des coups de bâton et des coups de pied dans les reins. Beaucoup d'entre nous ont commencé à être malades, mais nous craignions l'hôpital comme la peste. Les surveillantes SS, les Aufseherinnen, allaient et venaient avec des chiens et les capots allemandes avec des bâtons. À la moindre faute, elles battaient sauvagement les détenus ou lâchaient les chiens sur elles. Enfin, à Raisko, sont installées des serres, des pépinières et un laboratoire de recherche. Environ 300 femmes y travaillent sous l'autorité du commandant SS Joachim César. Au total, près de 4000 détenus sont affectés dans ces fermes agricoles. Les serres de Raisko sont installées en juin 1943 pour la culture des légumes et des fruits destinés aux SS encasernés par milliers dans la zone d'intérêt. Elles servent aussi de pépinière pour les massifs qui ornent certains bâtiments du camp. Les arbustes, qui servent à camoufler la zone de mort dans Birkenau, viennent aussi des pépinières de Raisko. La politique agricole du Troisième Reich
est inspiré par l'idéologie du Blut und Boden, le sang et la terre. Cher au Reichsführer SS Heinrich Himmler, agronome de formation, et au général SS Walter Darré, chef du bureau de la race et du peuplement de la SS, puis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Darré est aussi un des principaux théoriciens de cette idéologie qui affirme le lien fusionnel des Germains avec la terre. La reproduction de la race aryenne va de pair avec le renouvellement agraire et la conquête des terres. Darré fournit une justification historique au concept de Lebensraum, l'espace vital. Développé par Hitler dans Mein Kampf, principe de base de la politique d'expansion territoriale du Troisième Reich. De même que nous avons régénéré notre vieux cheval hanovrien en partant des talons et de pouliches au sang dégénéré, de même nous récréerons le type pur de l'allemand nordique. Je souhaite que tous mes chefs paysans entrent dans les SS. C'est dans ce réservoir humain des SS que nous puiserons la nouvelle noblesse. Il faudrait également reconstituer les propriétés morcelées par les réformes agraires et tout d'abord remettre aux mains des propriétaires allemands les grands domaines de tout l'espace de l'Est. On créerait en Allemagne un droit de succession agricole qui obligerait les héritiers désavantagés à émigrer dans l'Est pour y devenir eux-mêmes de gros propriétaires ruraux. Les travaux agricoles seraient effectués par des journaliers étrangers à qui l'on donnerait des salaires très bas. Sans l'institution d'une certaine forme moderne de la servitude et même de l'esclavage, le développement de la culture humaine n'est pas possible. La fécondité slave doit être détruite. Ceci est la première tâche. La deuxième tâche consiste à créer une classe allemande de maîtres et à l'enraciner profondément. Tel est le sens profond de la politique orientale de l'espace vital. En d'autres termes, l'élite allemande est appelée à devenir une élite de maîtres en Europe et finalement dans le monde entier. L'obsession des SS est de trouver des ersatz aux matières premières manquantes. Des recherches sont menées sur une plante, une sorte de pissenlit, appelée Coxsackie, venue de Russie, dont la racine est censée produire du caoutchouc naturel, le latex. Un certain nombre de détenus, notamment des biologistes polonaises, sont transférés de Ravensbrück, ainsi que 17 détenues politiques françaises de Birkenau, dont Marie-Elisa Nordmann et Charlotte Delbo. En Ukraine et en Biélorussie, les Allemands avaient vu des champs de Coxsackie, une sorte de pissenlit, découverte au Pamir par un botaniste russe, dont la racine contient du latex en assez forte proportion. Ayant saisi livres et savants, les Allemands ont voulu tenter la culture de cette plante dans les plaines marécageuses d'Auschwitz, et le camp a conclu un accord avec Ligefarben. Au docteur SS Joachim César a été confiée la direction du laboratoire. Il leur avait fallu, pour la station d'essai d'Auschwitz, des chimistes, des biologistes, des botanistes, des agronomes, des traductrices, des dessinatrices, des laborantines, et ils avaient retiré de Birkenau, le camp de la mort, celle qui appartenait à ces professions. Le 1er juillet 1943, toute l'équipe du docteur César a emménagé dans une baraque en bois neuve et propre. Nous étions loin du camp, nous n'en sentions plus l'odeur. Nous ne voyions que la fumée qui montait des fours crématoires. Quelquefois, le feu était si fort que les flammes jaillissaient des cheminées, immenses, jusqu'au ciel. Le soir, cela faisait à l'horizon un rougeoiement de hauts fourneaux. Nous savions que ce n'étaient pas des hauts fourneaux. C'étaient les cheminées des fours crématoires. C'étaient des gens qu'on brûlait. Aujourd'hui, bien que dégradées, les serres sont encore là. Les traces du camp, notamment les poteaux en ciment sur lesquels étaient fixés les barbelés, sont visibles, ainsi que la maison du commandant. Mais la transformation des lieux est en cours, et bientôt, les traces des différents sites de Rajsko,
risque de disparaître.